Je voudrais tout d'abord remercier Marc aussi pour cette invitation. Et je vais donc vous parler de cet entre-deux, de ce syndrome de sacro-iliac joint dysfunction. En commençant par quelques chiffres, il y a beaucoup de diagnostics différentiels dans ces douleurs de fesses, il y en a au moins 12. Et on a vu les pathologies de hanche, les pathologies du rachis. Et puis la prévalence de cette douleur d'origine sacro-iliaque, il y a beaucoup de chiffres dans la littérature avec beaucoup d'intervalles de 10 à 30%, de 40 à 70 chez les patients opérés du dos. Je vous ai pris une revue systématique assez récente qui montre que à peu près 15% des douleurs lombofessières viennent de la sacro-iliaque et à peu près un tiers chez les patients qui ont déjà été opérés du dos. Et puis dans 80% des cas, ces douleurs sont unilatérales. Alors où est-ce que ça fait mal exactement, la sacro-iliaque? Il y a ce fameux test de Fortin, le finger test, où on demande au patient de montrer où est-ce qu'il a mal. Et il a mal le plus souvent, et on peut reproduire cette douleur d'abord en dessous de la ceinture. En général, si c'est au-dessus, c'est pas la sacro-iliaque. Et ce point de Fortin, cette zone, c'est à peu près 1 centimètre en dessous et en dedans de l'épine iliaque postéro-supérieur. Alors, c'est pas toujours facile de palper ça, notamment chez certains patients, et on peut utiliser le penny test, qui est quelque chose d'assez intéressant. On met un petit penny à l'endroit où le patient dit qu'il a mal, et on fait une petite radio, et on voit que c'est à peu près au pied de la sacro-iliaque. Les douleurs, elles sont lombofessières, bien sûr, mais elles ne sont pas seulement lombofessières. Je regrette beaucoup que le professeur Pelletier n'ait pas parlé de l'innervation de la sacro-iliaque. Parce qu'elle est très complexe et c'est ça qui donne ces projections douloureuses particulières qui peuvent être sciatiques, inguinales, qui peuvent être aussi pelvipérinéales. Et vous voyez là la fréquence de ces atteintes, au niveau bien sûr de la fesse et au niveau lombaire. On a très souvent une sciatalgie, on a assez régulièrement une sciatalgie tronquée. J'insiste un peu plus sur la douleur inguinale qui serait plus fréquente dans l'atteinte sacro-iliaque que dans l'atteinte rachidienne. Alors, pour revenir sur l'innervation de la sacro-iliaque, c'est pour la face postérieure les racines de L5 à S3 pour les rameaux postérieurs, et sur la face ventrale de la sacro-iliaque, il y aurait une innervation qui irait dans les racines de L2 à S2, d'où la possibilité de ces irradiations, notamment inguinales. Dans quelles conditions le patient a mal? Quand il a mal à sa sacro-iliaque, il est limité à la marche et à la station debout statique, finalement comme le canal lombaire étroit, c'est donc pas très spécifique. En revanche, il a aussi du mal au maintien à la position assise, notamment sur un siège dur, et il va avoir des douleurs lors du passage de la position assise à la position debout, et il va plutôt prendre appui sur son membre inférieur sain. C'est ce qui est démontré là sur cette étude de Capobianco, où le patient ne pose pas son poids sur le membre atteint lorsqu'il se met en extension de genou. Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants qu'on peut rechercher pour se donner encore quelques arguments dans notre faisceau d'arguments? Un antécédent traumatique, c'est assez intéressant, des traumatismes du bassin, bien sûr. On l'a vu et on en parle beaucoup de l'arthrodèse lombosacrée qui est un facteur de risque. Vous voyez, ça double le taux de douleur sacro-iliaque dans la population. Et puis certaines activités sportives, soit des sollicitations répétées du bassin. On parle beaucoup de l'aviron, du ski de fond dans la littérature. Le basket ou tous les autres sports qui nécessitent un appui ou une réception monopodale. Bien sûr, l'inégalité de longueur de membre inférieur et les accouchements qui sont les facteurs favorisants classiques. On peut se demander si une anomalie jonctionnelle peut aussi favoriser cette atteinte sacro-iliaque, si les types de Roussoulis, si l'incidence pelvienne peut le favoriser. La version pelvienne est décrite comme un facteur de risque de survenue de douleur sacro-iliaque après arthrodèse lombaire si elle est basse. Et est-ce que la forme de la sacro-iliaque, parce qu'il y a différents types morphologiques qui sont décrits, peut aussi favoriser la survenue? Tout ça, c'est pas véritablement établi. Alors, une fois qu'on a interrogé le patient, on peut l'examiner avec ces fameux tests de provocation de la douleur qui doivent reproduire la douleur connue. Il y en a 5 qui sont très classiques, qui sont reconnus, qui ont été démontrés comme étant spécifiques si 3 sur 5 sont positifs.
mais ces tests sollicitent aussi parfois la coxofémorale et le rachis. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire ces 5 tests et essayer d'en retrouver 3 positifs pour aller vers le diagnostic. Alors je vous les décris tels que moi j'ai pris l'habitude de les faire pour rentabiliser un petit peu le temps qui nous est précieux. On commence par le test de compression axiale, le patient en décubitus latéral. On continue en le mettant en décubitus dorsal et on fait le test de distraction en appuyant sur les épines iliaques antérieures. Ensuite, le test de cisaillement de Ganslen avec le membre inférieur que l'on veut tester en flexion de hanche et on donne de l'extension de hanche de l'autre côté. Ensuite, on prend le membre inférieur du patient, on fléchit la hanche et le genou à 90 degrés et on appuie sur le genou. Test de compression verticale, le Thigster test. Et enfin, celui qui est peut-être le plus intéressant, le test de Patrick ou le Faber test, flexion, abduction, rotation externe, où on maintient de façon contralatérale le bassin. Et si donc 3 de ces tests sont positifs, on poursuit un peu l'étude. Si vous avez du temps, vous pouvez aussi demander un active straight leg rising test, c'est-à-dire un LASEG, mais qui n'est pas fait de façon passive par le praticien. Vous pouvez mettre aussi le patient sur le ventre pour lui appuyer sur le sacrum. Et puis il y a le test de Gillette qui serait plus intéressant dans des réelles instabilités. Mais je crois qu'il faut essentiellement retenir les 5 premiers. Alors récemment, il y a une équipe chinoise qui a publié cet article sur une autre approche sémiologique, un peu plus ésotérique, peut-être, mais bon, moi j'ai découvert le Scratch Collab Test récemment et je dois dire que je suis prêt à tout entendre là. C'est l'IPP triple test, iliac pronation test, où vous visualisez les épines iliaques postéro-inférieures et quand le patient fléchit le tronc, il y a un décalage qui se crée. Et puis 2 tests qui sont là un petit peu plus particuliers. C'est une sensibilité au niveau du tubercule pubien, enfin un petit peu en dehors du tubercule pubien, et une sensibilité au niveau du fascia plantaire, avec éventuellement la possibilité de sentir une corde un peu douloureuse. Voilà. Alors leur explication, c'est que ces tests de provocation qui sont parfaitement décrits, qu'on utilise tous, ils sont utiles essentiellement un peu en phase aiguë, mais qu'en phase chronique, le patient il a développé des phénomènes de compensation qui les rendent un peu négatifs. Et donc, c'est éventuellement intéressant de faire ce triple test, cet IPP triple test, qui a, vous voyez, une sensibilité, une spécificité qui sont proches de ceux de nos 3 tests positifs. L'imagerie, vous savez qu'il n'y a rien de spécifique, mais il faut quand même la demander, au moins un scanner et une IRM pour les diagnostics différentiels. Moi, je demande de plus en plus de scintigraphie osseuse. Je trouve qu'on découvre quand même pas mal de choses. C'est un débat qu'on pourra peut-être avoir. L'avenir, c'est peut-être ce scanner où on fait une ostéoabsorptiométrie. Publication là aussi assez récente, où on voit que chez le patient sain, il y a, mais on le sait en regardant le scanner, une densité de l'os sous-chondral qui est supérieure sur le versant iliaque que sur le versant sacré, quelle que soit la partie de la sacro-iliaque. En revanche, chez les patients qui ont ce syndrome de sacro-iliac dysfunction, il y a une densité de la partie sacrée qui augmente et qui devient similaire à celle de la partie iliaque uniquement dans le tiers inférieur de cette articulation. Le gold standard, ça c'est un terme qui est repris dans la littérature, le gold standard c'est l'infiltration pour faire le diagnostic une fois que vous avez passé toutes ces étapes. Cette infiltration elle doit être guidée, elle doit être scano-guidée, c'est ce qu'on fait quand même le plus souvent, mais elle peut être radio-guidée, éco-guidée, elle peut être guidée en navigation comme nous l'a montré ici même Nicolas. Il faut faire une injection d'anesthésiques locaux. Le volume décrit là aussi, il est un peu variable dans la littérature, mais c'est aux alentours de 2 millilitres. Et il faut réévaluer le patient dans l'heure qui suit l'infiltration, éventuellement refaire les tests de provocation. Et il faut, pour qu'il soit déclaré comme positif, une diminution de l'EVA supérieure à 75%. C'est ce qui semble plutôt être établi, même si on voit parfois 50% aussi dans la littérature. Alors, il y a encore des faux positifs et des faux négatifs à ce test. Alors, on peut reprocher au test d'être intra-articulaire et de ne pas considérer les énormes structures ligamentaires qu'il y a autour de l'articulation.
Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut rajouter un peu de subtilité dans cette analyse post-test. On peut faire plusieurs tests. On peut faire un test lidocaïne versus bupivacaïne. Il y a même des équipes qui le font systématiquement, puisque les anesthésiques n'ont pas la même pharmacocinétique. Avec la bupi, on va avoir une action qui est plus lente et plus longue, et avec la lidocaïne, une action rapide et plus courte. Ceci étant, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une pharmacocinétique identique chez tout le monde, aussi en fonction des conditions de l'injection, etc. On peut faire plus sioux, lidocaïne versus placebo. On peut aussi injecter éventuellement des corticoïdes ou les injecter seuls lors de la seconde injection pour faire un test prolongé. Et finalement, ça m'amène à parler du traitement, dont je ne vais pas dire grand-chose, puisque finalement, c'est plus le diagnostic que le traitement qui pose problème, à mon sens. Les options thérapeutiques, c'est l'infiltration cortisonnée, qui peut vous servir de test prolongé également. Il y a une étude sur la viscosupplémentation qui ne semble pas merveilleuse. Dans les réelles instabilités, on peut utiliser cette ceinture sacro-iliaque qui maintient un peu le bassin. Et puis la kinésithérapie avec là aussi des protocoles qui sont essentiellement de l'étirement, un peu de renforcement musculaire autour des muscles fessiers, etc. Autre technique, on se rapproche beaucoup plus finalement du rachis que de la hanche, là. Les techniques de dénervation, soit de façon endoscopique, soit plus facilement par des thermocoagulations, que ce soit avec du chaud ou avec du froid. Et il faut traiter les branches qui sont issues des rameaux dorsaux de L5 à S3. Et ça ne traite pas, bien entendu, la face ventrale de cette articulation, d'où les résultats que je vous montrerai sur la diapositive suivante. Alors, le gold standard, je pense que c'est l'arthrodèse mini-invasive par ces 3 implants. Je ne vais pas vous parler de technique puisque ce n'est pas un très très gros problème technique et c'est accessible avec un peu de rigueur, bien sûr. En général, on met 3 implants. Moi, il m'est arrivé d'avoir à en mettre que 2 sur des petits sacrums. Je ne sais pas si quelqu'un a réussi à en mettre 4. Mais en général, c'est 3. Et on voit bien, comme nous l'a montré le professeur Pelletier, cette forme de la sacro-iliaque qui est un peu réalisée par les implants. Les complications sont assez rares. C'est une atteinte radiculaire quand l'implant va un peu trop loin. Les infections qui sont relativement aussi rares. Et puis la pseudarthrodèse, qui n'est jamais décrite comme ça d'ailleurs dans la littérature, hein, ce mot n'est pas utilisé, c'est implant loosening, mais je pense que ça revient à peu près au même. Les résultats, ils sont quand même bons. On obtient des fusions dans une très grande majorité des cas à 1 an, mais il faut parfois attendre un peu plus. Et surtout, je pense que ce petit graphique qui a été publié dans Neurosurgery en 2018 sur une série de patients suivis 6 ans, il veut tout dire. Le traitement médical pur, ça ne donne pas grand-chose. La thermocoagulation, effectivement, ça a un effet positif, mais qui s'épuise assez rapidement. Et le seul traitement qui a un effet sur le long terme, c'est cette arthrodèse mini-invasive. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'il faut pour incriminer la sacro-iliaque dans ces douleurs fessières? D'abord, je pense qu'il faut y penser, bien évidemment. Il faut peut-être y croire, parce qu'on a quand même basé une grande partie de nos raisonnements au début du XXe siècle sur l'équilibre sagittal, en pensant que l'articulation sacro-iliaque, ça ne bougeait pas. Et on sent qu'il y a encore quand même des gens qui sont sceptiques. Je pense qu'il faut avoir éliminé une pathologie de la coxofémorale et une pathologie rachidienne, parce que la sacro-iliaque, c'est moins fréquent. Et ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on peut quand même avoir plusieurs pathologies. Hein, on peut avoir la vérole et un bureau de tabac, comme disaient nos grands-mères. Il faut avoir une analyse sémiologique rigoureuse et faire ces tests infiltratifs, ces tests de provocation et au moins un test ou plusieurs tests infiltratifs. Et je pense qu'on peut dire, autant qu'on dit pour l'infiltration que c'est le gold standard diagnostique, que l'arthrodèse mini-invasive, c'est le gold standard thérapeutique. Je vous remercie de votre attention.